Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Ker. Alors ça va être un petit peu différent d'habitude. Là, on a parlé avec Ker un peu en avant. Et du coup, donc, on va faire la critique des Anneaux de pouvoir, donc le nouvel épisode, The Eye, l'œil. Et du coup, eh bien, je vous dis de but en blanc, Ker a beaucoup aimé l'épisode. C'est son préféré et il va un peu nous parler de pourquoi est-ce qu'il l'a aimé. Moi, de mon côté, c'est un épisode que j'ai vraiment pas du tout aimé. Et du coup, en deuxième partie, eh bien, je vous dirai pourquoi je ne l'ai pas aimé. Et après, dans la bonne humeur et dans la bonne entente, je vais expliquer à Ker pourquoi il a tort. Ou Ker m'expliquera pourquoi j'ai tort. Mais en tout cas, comme c'est du subjectif, on va essayer d'échanger nos avis respectifs. Et bah, j'ai envie de dire, Ker, pourquoi est-ce que tu as aimé cet épisode qui, visiblement, est pas terrible? Alors, mon cher Greg, pour commencer, alors déjà bonjour à tous, j'ai détesté cet épisode et ça fait plusieurs jours que je te fais croire que je l'ai aimé. Non, pas du tout en fait. J'ai vraiment aimé cet épisode et je suis embêté parce que, embêté non, mais étonné parce que j'ai regardé cet épisode sans aucune... j'en attendais rien. En fait, revenons un petit peu en arrière avec l'épisode 6 qui avait quand même, on va dire, relancé un petit peu la hype autour de The Rings of Power. Et moi, il y avait des éléments de la bataille. Alors, j'avais dit que l'épisode était mieux que les précédents. Mais c'est le problème dans une vidéo où on commence par dire le positif, puis après, moi, j'ai tendance à m'attarder un peu sur le négatif. Et au final, beaucoup de gens m'avaient trouvé très dur sur l'épisode. Et en toute sincérité, l'épisode 6 m'avait déçu sur plein d'aspects. Et j'avais évoqué notamment le fait que je pensais que la série avait atteint son plafond de verre, qu'elle, qu'elle serait un bon divertissement, mais jamais une grande série. Et qui manquait dans cette série des éléments qui faisaient écho à la trilogie de Peter Jackson. Et quand je parle de la trilogie de Peter Jackson, je ne demande pas de vous enflammer parce que je sais très bien que c'est deux œuvres complètement différentes. Mais ce que j'aimais bien, moi, dans cette trilogie de Peter Jackson, c'était notamment le charme qu'avait cette trilogie et les relations entre les personnages. Parfois, juste des petits gestes, des attentions qui fonctionnaient très bien. Par exemple, Legolas et Gimli qui retrouvent Aragorn au gouffre de Helm alors qu'il pensait qu'il était mort, était un moment fort, etc. Des deux tours. Et là, dans cet épisode, pour être très honnête avec vous, j'en attendais rien du tout, puisque je pensais que la série avait atteint son max et qu'elle allait continuer comme ça à nous proposer, alors peut-être quelque chose de qualité, mais sans jamais vraiment nous crever les yeux. Je suis tombé sur un épisode qui, au début, m'a frustré parce que toute la phase ce que j'appelle de la fournaise, donc les conséquences de la nuée ardente que se mange le village, l'explosion du volcan, euh, il y a des éléments qui vont pas et que vous avez été très nombreux à relever. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des survivants quand on se mange un truc comme ça dans la tronche? Néanmoins, je trouve que les plans sont magnifiques. Et très vite, ça m'a marqué. Les plans sur Galadriel, le cheval en feu, j'ai trouvé ça euh, plutôt réussi. J'ai commencé à essayer de rentrer dans le jeu des théories, des symboles, des petits indices disséminés ici et là. Et le fait que, par exemple, Théo soit le premier à être retrouvé par Galadriel en vie, je me suis dit, et si c'était pas lui, Sauron, en fait, depuis le début, ce qui expliquerait pourquoi la dague, elle a été retrouvée, parce qu'en fait, il voulait à tout prix que la dague soit retrouvée par Hadar, etc. Moi, je suis parti dans des trucs comme ça. Et puis après, j'ai trouvé que la scène de sauvetage dans la fournaise était trop long, ça m'a un petit peu gavé. Et puis ensuite, bah, on est rentré dans la phase de l'épisode que j'ai beaucoup appréciée, qui est cette lenteur que vous avez tous tant décriée. Quand je dis tous, je parle pas de la vie de Greg. En fait, j'ai constaté. En fait, je vais arriver à ma conclusion tout de suite parce que ça sera plus simple et vous comprendrez. Euh, j'ai regardé l'épisode, j'étais content. J'ai ouvert les réseaux sociaux et tout le monde a dit c'était le pire de l'univers. Donc en fait, du coup, je me suis dit, mais j'ai loupé un truc ou... Et en fait, je vais vous dire ce que moi j'ai aimé. Ce que j'ai aimé globalement dans l'épisode, c'est que il y a une lenteur qui est indéniable, mais qui fait du bien. Qui fait du bien parce que c'est une lenteur qui permet de notamment s'attarder sur les morceaux musicaux que j'ai trouvé réussis, qui permet de s'attacher à différents personnages.
J'ai trouvé que la relation entre Durin et Elrond était toujours réussie et que Durin devenait vraiment le personnage le plus intéressant de la série, avec notamment des éléments de culture sur les nains, le fait qu'ils ont un nom caché, alors qu'on pense. Et il y a une émotion aussi quand il dit qu'il le partage qu'à sa famille. On sent qu'il est à deux doigts de le dire à Elrond. Il y a une relation très forte entre les deux. Tellement forte que, comme on n'a pas les antécédents, on a un peu de mal à comprendre pourquoi Durin le voit comme un frère, alors que très clairement, physiquement, on voit qu'ils sont pas frères, quoi. Il y en a un qui est barbu, pas l'autre. Enfin, bon, bref. Et il y a d'autres scènes que j'ai trouvé réussies. La Reine aveugle, j'ai trouvé que c'était bien amené, c'était efficace. La balade entre Galadriel et Théo était plutôt bien construite. Ils nous ont quand même fait un énorme clin d'œil à la communauté de l'anneau quand Galadriel et Théo sont cachés sous une souche d'arbre. Spoiler alert, Peter Jackson, le réalisateur. Peter Jackson l'a déjà fait ça, hein. Il y avait un Nazgûl et les cases Hobbit dessous. Enfin, c'est pas grave, vous avez peut-être pas vu le Seigneur des Anneaux avant de faire la communauté, avant de faire The Rings of Power. J'ai trouvé que les pieds velus étaient intéressants et sont exactement l'opposé des Hobbits. C'est-à-dire que les Hobbits vivent cachés, alors que ceux-là, ils sont plus, un peu plus rudes, un peu plus dans l'aventure. Ils refusent par exemple de pleurer. Euh, Tout en remarquant quand même dans l'épisode qu'il y avait des trucs complètement C'est des débiles. psychos. Donc, il y a par exemple un truc, c'est ils vont ramasser du bois qui est cramé, donc qui sert à rien, dans les braises, alors qu'ils sont pieds nus quand même les mecs. Alors que le chat repasse devant la caméra. Mais tu choisis vraiment tes moments. C'est chaque semaine. Bon Il bref. marque son désaccord. Voilà, ouais, exactement. Mais j'ai trouvé, moi, que ça marchait vraiment bien cet épisode et qu'il y avait un attachement qui commençait à se faire autour des personnages, que ce soit Durin, Elrond, Galadriel, que moi j'apprécie, euh, et même Hadar. Enfin, Hadar n'est pas juste un. Le chat repasse, voilà. Voilà, allez, vas-y. Et le Hadar, c'est pas juste le grand méchant, enfin, il le fait avec un but. Ses enfants, c'est les orques, il a l'air de vraiment vouloir leur donner une terre. Ok, il a massacré plein de monde, c'est un enfoiré, mais il y a un peu, il creuse un peu plus sur Hadar, et surtout, il creuse un peu plus sur les orques. Ce que faisait pas finalement du tout la trilogie Peter Jackson. Ils étaient juste représentés comme des grands méchants, et puis c'est tout. Des ennemis à abattre par la lame d'Aragorn, l'arc de Legolas ou la hache de Gimli. Là, il y a plus quand même. Et ça, je trouve que c'est bienvenu. Les pieds velus, c'était plus intéressant. Enfin, j'ai vraiment trouvé que cette lenteur faisait vraiment beaucoup de bien à la série. Mais à côté de ça, il y a des personnages qui vont pas, et des éléments de scénario qui vont pas. Isildur, ben, on sait tous qu'il est pas mort. Le seul qui a pas compris qu'il était pas mort, visiblement, alors déjà, il y a aucun des Elendil et tout, personne n'a vu le Seigneur des Anneaux ou l'a lu. Il y a que le cheval qui a lu le Seigneur des Anneaux et qui du coup sait qu'Isildur n'est pas mort et il part le rechercher. Et quand il part le rechercher, on sait qu'il est vivant. C'est obvious. Il y a, bon, t'en parleras, mais c'est les bornes. On aura un débat dessus, mais pareil, on sait qu'il est pas mort, c'est les bornes. C'est pas. Donc, bon, ça, c'est des jeux de scénario, nous faire croire que tel ou tel personnage est mort, alors qu'on sait très bien que c'est pas le cas. Mais ça, c'est pas que The Rings of Power. C'est dans plein de trucs. C'est dans les Marvel, où ils vont nous faire croire que le héros dont le film porte le nom est mort, alors qu'on sait déjà qu'il a signé pour le prochain Avengers et qu'en plus, il a un film à son nom qui arrive après celui-là. Enfin, ce genre de pseudo-suspense à nous faire croire que un personnage est mort alors que de toute façon c'est absolument obvious qu'il l'est pas. Moi, ça marche pas du tout, ça marche plus et ça me gave. Mais dans cet épisode imparfait, je lui ai trouvé beaucoup de charme. C'est purement subjectif, pardon. J'ai enfin aimé la musique, musique qui était, je trouve, très en retrait depuis le début.
J'ai vu beaucoup de poésie dans le... Beaucoup de poésie. Ouais, je vais pas non plus m'emballer. J'ai vu quelques aspects poétiques avec l'étranger la renaissance des armes notamment, le lien que tu peux faire avec le mithril, la scène entre la reine naine et Durin quand ils sont tous les deux assis sur une marche je l'ai trouvé plutôt réussi. Euh, Enfin, il y a vraiment des trucs dans cet épisode qui m'ont plu et qui m'ont donné envie de m'intéresser à la suite. Là où il y avait quand même pas mal d'épisodes avant où je ramais vraiment pour m'y intéresser, tu vois. Là, une scène toute bête, je vous parlais de la scène Aragorn qui retrouve Legolas et Gimli, mais Théo qui prend Arondir dans ses bras, j'ai trouvé ça très bien. Euh, bon, ceci étant dit, voilà, il y a une tonne de trucs qui vont pas. Finalement, quand ils se retrouvent au village, tous les survivants, bah, ils ont quand même vachement bien survécu au truc. Et je me suis fait la remarque pour des mecs qui viennent de se manger une éruption volcanique dans la tronche, il n'y en a pas beaucoup de boulets. Alors après, c'est contredit par le fait qu'il y a Théo qui rentre dans l'infirmerie. Et oui, en effet, il y a plein de brûlés. Ok, mais, mais voilà. Et le paradoxe, c'est que tu disais dans une des précédentes vidéos, c'était qu'Elendil était ton personnage que tu trouvais le plus intéressant. J'ai trouvé vraiment que c'est celui qui était le moins intéressant de l'épisode. Le plus faux. Mais bon, voilà, un épisode qui m'a plu franchement et qui m'a donné envie de voir la suite. Et il y a un truc que plein de gens ont relevé et où je partage pas cet avis, c'est la fin avec les orques qui disent c'est notre terre, comment est-ce qu'on va l'appeler Hadar? Et là, bien évidemment, on s'attend tous à ce qu'Hadar dise le Mordor. Il le dit pas. Pour moi, il y a une raison qui est évidente, c'est que c'est pas lui qui l'a nommé. Mais juste le fait de changer Terre du Sud en Mordor écrire, moi ça m'a mis un petit frisson quand même. Je me suis dit, ah ça y est, on est dans le Mordor, on y est là dans le Mordor qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux, c'est magnifique. On le savait que c'était le C'est Mordor, ce qu'on hein. appelle le frisson de la C'est police obvious. d'écriture. Mais le truc que j'ai trouvé malin de leur part, c'est que ça fait suite à la scène de Halbrand qui dit qu'il va rien lâcher, qu'il va récupérer ses terres et tout. Donc on sait que non. Et ça, pour moi, ça a vraiment du sens. Et pour en avoir discuté notamment avec d'autres personnes, comme Mestre Thibaut par exemple, il faut pas oublier que c'est une série grand public, et ça sera quelque chose que je vais très souvent soulever dans notre critique globale de la série, de la saison, quand elle sera terminée après l'épisode de la semaine prochaine. Et ben il y a des gens qui forcément très peu, je pense, mais il y en a qui n'avaient pas forcément fait le lien direct et le fait de marquer, voilà, ça marque le truc, c'est fait. Et en plus, comme là, c'est écrit et qu'on sait que ça va durer jusqu'à la fin de la destruction de la montagne du destin avec Gollum et Lofrodon, enfin la destruction de l'anneau. euh, le truc, c'est que voilà, le Mordor, c'est le Mordor, ça y est. Et Halbrand et compagnie vont pouvoir essayer d'aller le récupérer, ils vont se casser les dents, on sait. Donc toute la question est de savoir comment est-ce qu'ils vont se casser les dents, est-ce que ça va avoir un impact sur eux, etc. Est-ce que Halbrand va devenir un bad boy, etc. etc. C'est pas inintéressant du tout. Et le fait d'ajouter ce petit texte Mordor, moi, m'a plu. Donc voilà mon avis. Avis que visiblement absolument personne ne partage, ou très peu, mais avis quand même, et je l'assume. Voilà. Maintenant, vas-y, mon cher Greg, explique-moi pourquoi c'était une catastrophe infinie. Alors déjà, je te ferai juste une petite remarque. Donc là, le temps d'enregistrement de la vidéo, après, au montage, il y a un peu de temps qui est éludé. Mais Ker a passé 16 minutes à parler, et moi j'ai retenu qu'un tiers, c'était il a aimé l'épisode. Un tiers, c'était nous expliquer qu'il y avait telle et telle remarque négative, et un tiers qu'il avait remarqué qu'il y avait des problèmes dans l'épisode. Je te fais juste cette remarque sur Mais parce que ton appréciation de mais l'épisode. c'est Alors du toujours coup, comme ça. Enfin, il y a rarement une œuvre ou une série qui va me plaire ou qui va être sans défaut. La série qui est sans défaut, c'est Fleabag, par exemple. Tu vas me demander de trouver des trucs négatifs sur parlons du Fleabag, Seigneur je vais des pas Anneaux. réussir. Parlons du Mais Seigneur là, des Anneaux. vas-y, parle-moi Restons de sur le Sons of sujet. Power. Vas-y. Alors du coup, moi c'est plutôt le côté l'envers de la médaille, la personne qui n'a pas aimé l'épisode. Alors attention, je ne pense même pas que c'est le pire épisode de
la série. Alors évidemment, il est noté comme tel en ce moment, et je pense qu'il y a des raisons dont je parlerai peut-être plutôt en fin de ma critique. Et d'une manière générale, effectivement, moi j'ai juste trouvé que c'était pas bon et qu'il y a beaucoup des défauts qu'on voit dans la série qui sont très visibles, je pense tout simplement dans cet épisode. Alors, on va avancer, je vais essayer de me focaliser, d'abord une petite introduction et puis après focaliser par les zones. Déjà, le premier truc, c'est effectivement, on a l'impression, enfin, j'arrête pas de me dire, la série n'avance pas. C'est lent, la série n'avance pas. Et en fait, quand on fait le bilan, il y a quand même eu une région entière qui s'est fait annihiler et qui est transformée de vastes prairies vertes en Mordor. Bon. Donc, en soi, il s'est passé un élément marquant. Mais c'est vrai que si on fait le bilan sur les autres zones, on va en parler, mais il y a plein de zones où en fait c'est du surplace depuis 4, 5 épisodes, parfois même presque depuis le début. Et donc, forcément, Kerr en apprécie la lenteur. Moi, c'est un subjectif. Moi, de mon côté subjectif, je m'ennuie. Et c'est pas normal. Une série qui est censée avoir un épique, etc., je m'ennuie trop. Et en plus, le truc, c'est que quand on dit s'ennuyer, la série House of the Dragon a un rythme qui est depuis 2 épisodes plus lent que Le Seigneur des Anneaux. Mais la différence, c'est qu'on est investi dans les personnages. C'est que les dialogues sont intéressants, ils sont réussis. Et du coup, en fait, de savoir ce qui va arriver aux personnages, et puis de se dire que peut-être, y en a un qui peut ne plus être là pour des raisons assez brutales à l'épisode d'après, ça crée un enjeu. Là, il n'y a pas d'enjeu. Il y a tous les personnages. Comptez combien de fois les personnages, on a fait comme s'ils étaient morts et en fait, ils sont revenus. Ça en devient absurde. Donc du coup, en fait, on a l'impression que la série ne peut prendre aucun risque, ne sait pas avoir de courage dans ses choix. Et j'ai envie de dire, du coup, nous, spectateurs, on subit une bouillasse comme ça de contenu qui est en train d'arriver. Je vais me focaliser un peu sur les événements. Alors, Kerr disait, juste avant, sur les clins d'œil, il y a un moment, à quel moment c'est du clin d'œil, à quel moment c'est du plagiat? La question est ouverte. Il y a le cheval enflammé, c'est clairement le plan du cheval dans les ruines avec Arya, donc dans la dernière saison de Game of Thrones. Le plan donc quand Galadriel est avec Théo, c'est donc évidemment un clin d'œil au Seigneur des Anneaux. Galadriel en plus, quand elle parle à Théo, elle lui dit des phrases qui sont quasiment identiques à ce que Gandalf avait dit dans la trilogie du Seigneur des Anneaux à Frodon. Donc au final, il y a quand même beaucoup de moments comme ça qui reviennent où on se dit, attends, plagiat, clin d'œil, pseudo-reboot, je ne sais pas, mais c'est sympa. À ce point-là, le cheval, je me suis demandé s'il n'y avait pas un problème d'idée. Bon, bref. Si on rentre un peu donc, dans les zones, on va aller dans la première zone, donc la zone du Mordor. Cette scène avec le volcan qui implose, etc., très jolie. Et franchement, je vous avoue que je ne regarde pas les séries en me disant je vais me moquer, mais au fur et à mesure de cette scène, j'ai commencé à me marrer. Galadriel est une psychopathe. Il y a des gens qui sont autour d'elle en flammes. Elle se balade. Et au final, elle aide Isildur. Et tu te dis, mais alors de toutes les personnes qui sont en danger là, laquelle ils vont mettre en danger le plus imminent? Isildur. Mais bien sûr, Isildur, c'est celui où on a le plus d'investissement émotionnel, puisque c'est celui dont on est sûr qu'il n'aura aucun problème. Donc au final, on a les péons, ils peuvent leur arriver n'importe quoi. Accessoirement, les gens de cette zone, ils étaient 2 villages. Là, dans les cendres, on voit peut-être 3 fois plus de personnes. Bref, d'un épisode à l'autre, ils ont déclenché le budget figurant, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que, donc, de tous les choix, de tous les personnages où il pourrait y avoir une crainte, etc., c'est quoi? C'est l'ami de l'ami d'Isildur. Bon, ok, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient pleuré ce qui lui est arrivé. Et Isildur. C'est-à-dire que là, on est face au problème qui est faire des clins d'œil à la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc ça sous-entend que c'est pour les gens qui ont vu le Seigneur des Anneaux, ils l'ont apprécié. Mais d'avoir Isildur qui est l'enjeu narratif de savoir s'il a survécu, ça ne marche qu'avec les personnes qui n'ont pas vu le Seigneur des Anneaux. Donc se pose la question, mais très très régulièrement autour de la saison
et j'ai envie de dire, ça a l'air d'être vraiment un thème commun dans la série, à qui s'adressent ces épisodes. Et donc, on est en permanence tiré vers une belle image ou une belle musique, repoussé par la débilité de ce qu'on est en train de regarder. Le truc, c'est que on a ensuite, là, y a un moment qui m'a fait sourire, c'est donc la reine numénorienne qui est aveugle et qui dit... la manière dont c'est amené, je trouve que c'est complètement absurde. Elle est sur son cheval, elle dit je vois. Là, tu te dis, ils ont vu la blague ou ils n'ont pas vu la blague? Et après, donc, t'as Elendil qui dit, mais est-ce que vous voyez vraiment? Et là, tu te dis, ah ouais, donc en fait, ils font des blagues en cachette, mais pas vraiment en cachette. C'est de l'humour. Et ensuite, le truc, c'est qu'elle est sur son cheval. Et qu'est-ce qu'elle dit à Elendil? Elle dit, ne dites rien. Ne dites rien, on va faire comme si personne ne voyait que je ne voyais moi-même pas. Et donc, c'est quoi? Donc, dans cette scène, c'est quoi le but du scénariste? C'est qu'en fait, elle cache le fait qu'elle est aveugle. Mais combien de temps elle avait en tête à ce moment-là que ça allait marcher? Jusqu'au prochain carrefour, où elle partirait tout droit et les autres partiraient à droite, jusqu'au moment où elle est reine sur Numénor, et là, tout le monde croit effectivement qu'elle voit. Enfin, en fait, cette scène, elle est complètement débile. Et elle marche pas, puisque la scène d'après, où on revoit la reine, elle a mis des bandages, etc. Donc, tout le monde le voit. Donc, une inconsistance totale d'une scène à l'autre. Mais j'avoue que ça a commencé à me faire marrer sur l'histoire de l'aveugle qui essaye de le cacher pendant 25 et des petites blagounettes que font les scénaristes. On enchaîne ensuite avec, donc, sur cette même zone, on a Halbrand qui est à l'article de la mort. Il est sur son lit, il est livide, il a une blessure que aucune médecine humaine ne peut soigner. Il faut donc une médecine elfique. Et donc, pour aller se prendre cette médecine elfique, il se lève tranquillou, il va à cheval. Mais s'il va bien comme ça, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être soigné par les humains? C'était quoi cette blessure? Donc, bref, ok, on oublie. Il y a l'histoire, donc encore une fois, de Galadriel qui dit non, mais mon mari n'est plus, je ne l'ai plus vu. Blagounette, il savait pas s'habiller. Et donc là, encore une fois, on s'est dit, mais en fait, on sait que son mari, il est vivant puisqu'on a regardé Le Seigneur des Anneaux. Et accessoirement, l'œuvre des Anneaux de pouvoir est basée sur le Deuxième Âge. Ce qui s'est basé dans le Deuxième Âge, c'est c'est des dizaines et des centaines d'aventures. C'est elle qu'il faut me raconter. Il faut pas me raconter des trucs sur les personnages que j'ai vus, dont je sais qu'ils sont vivants. Puisque là, du coup, en fait, je peux que me dire, ah, tu veux encore faire un mystère? En fait, il est caché. Ah, série, c'est très malin de me dire ça. Donc, en gros, là, tout de suite, si je quitte cette zone, qu'est-ce que je sais? Je sais qu'il y a d'un côté les Isildur qui est en péril. Et au final, on sait évidemment qu'il est vivant. C'est Lembor, mais il est en péril. Mais je sais qu'il est vivant. Et puisqu'on est dans la catégorie de à quel moment c'est un clin d'œil, à quel moment c'est une répétition, le cheval, c'est la petite image qu'on avait retrouvée avec R, qui est une miniature sur YouTube qui nous a fait rire avec R. Tu peux la mettre en plein écran, du coup, celle-là. Plein écran, ça va être 3. Ça va être ici, 3. Et une image qui nous a fait rire. Est-ce que c'est le meilleur acteur, ce cheval? Je ne sais pas. Et encore une fois... C'est vraiment une excellente vignette. De je sais même pas qui, d'un créateur sur YouTube. Ah, franchement, elle est géniale. Elle est très, très... Moi qui ai aimé l'épisode, je dois reconnaître que cette vignette m'a fait ma journée, quoi. Mais vraiment, et en fait, plié. Regarde, quelle est l'idée du scénariste génial? En fait, il s'est dit, en fait, vous voyez, vous vous souvenez, Aragorn, quand avec le Warg, il tombe de la falaise et il tombe dans l'eau. Et en fait, du coup, il y a son cheval qui laisse libre, et son cheval va le retrouver. Et c'est son cheval qui va le ramener. Mais le scénariste, il s'est dit, mais ça a l'air super bien comme histoire. Mais en fait, attends, je vais faire CTRL-C et CTRL-V. Et Aragorn, je vais changer par Isildur. Et là, c'est un clin d'œil, parce que c'est son grand-père. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Les deux ont été sauvés de la même manière. Mais c'est incroyable. Mais ils ont des idées de génie, les gars. Mais attends, Ker, moi j'ai une idée.
C'est l'histoire de toi, moi et de quelques autres potes qui allons amener la bague de fiançailles de ma femme dans un volcan pour en faire de l'or pur. Donc, en gros, le truc, c'est qu'à quel moment c'est un clin d'œil, à quel moment c'est un plagiat, à quel moment c'est un manque d'idées. Moi, j'ai même plus envie de savoir sur cette série, mais bon, je vais répondre. Moi, je pense que c'est un manque d'idées, mais à ce moment-là, mais bon, on y va. Ensuite, donc, on continue et on va du côté de Durin. Alors, pour moi, il y a un personnage qui est largement au-dessus de tout le reste de la série, c'est Durin. Pour moi, Durin, c'est le seul personnage qui est sympathique de la série. C'est un personnage qui, s'il lui arrivait un truc, je serais inquiet. Quand il est... ce n'est pas Durin en image. Durin, c'est le prince nain. Et en fait, le truc, c'est qu'en fait, donc, Durin, il est... c'est vraiment un personnage... Là, le fait qu'il soit destitué, bah, quelque part, je m'inquiète pour lui. C'est un personnage qui est le seul qui est droit dans ses bottes, qui ne ment pas, qui dit ce qu'il pense, etc. C'est un personnage qui est entier, qui va au conflit, qui a vraiment pas peur de ce qu'il dit et qui le dit avec sa droiture. Et en fait, cette qualité d'écriture sur son personnage, le problème, c'est qu'il est piégé. Moi, je pense qu'ils s'en sont pas encore rendus compte, mais qu'il est piégé dans une faille spatio-temporelle. Durin, sa vie de Durin, il se réveille le matin, il y a son pote Elrond qui lui dit « Viens, on va aller chercher du mithril ». Son père lui dit non. Ils vont chercher du mithril, son père lui dit « Arrête ». Il va se coucher, et le lendemain, épisode suivant. Son pote Elrond vient lui voir pour lui dire « Il faut du mithril ». Ils vont voir son père qui lui dit non. Ils vont chercher le mithril, et le père leur dit « Arrêtez ». Il va se coucher. Et vous avez compris, et on est épisode 7. Les scénaristes sont des génies. Et oui, c'est incroyable. Et donc au final, Durin... alors moi, il y a un truc qui m'interloquait, en fait. Donc au début, je ne comprenais pas. Donc le mithril, vous savez, en plus, ils ont fait une espèce de cartouche de mithril. Et je me suis dit, comment ce mithril, il va sauver la vie des elfes? Alors ça, déjà, c'est un truc, par rapport au Seigneur des Anneaux, c'est sorti de nulle part. Le mithril, qui est un truc que porte Frodon tranquillou bilou. En fait, le mithril, c'est le truc qui peut sauver la race elfique. Donc c'est en fait un truc incroyable, invention totale des scénaristes. Et donc en fait, donc cette cartouche, cette petite cartouche, je me suis dit, mais comment est-ce qu'elle va sauver les elfes? Et après, je me suis dit, mais en fait, j'ai compris, je sais où vont les scénaristes. En fait, le mithril ressemble, la manière dont les pierres de mithril sont faites, ça ressemble exactement à des suppositoires. Et du coup, je pense vraiment que les scénaristes vont être sur la saison 2, sur la saison 3, nous montrer comment est-ce que du coup les nains vont sauver les elfes. Je vous laisse imaginer l'intérêt de ces épisodes. Mais globalement, il y a un truc qui est, mais sans fin de cette boucle scénaristique. Le personnage Durin me permet de survivre à ces épisodes. Et puis pour finir, on a vu le Balrog à la fin de l'épisode. Le Balrog, si je ne me trompe pas, dans les timelines, est censé arriver plusieurs centaines d'années, voire plus d'un millier d'années après. Bon, on va me dire, ils condensent tout, etc. Bon, ok. Le truc, c'est que ça veut dire qu'en fait, on va voir la fin de Khazad-dûm, alors qu'on n'a même pas vu vraiment Khazad-dûm. Franchement, enfin, voilà. Est-ce une bonne idée? On verra. Rien n'indique qu'il attaque maintenant. Rien n'indique que le Balrog, il va attaquer maintenant. Sauf le fait qu'il fasse ça et qu'il se réveille d'un sommeil millénaire. Mais il est tout rien ne au l'indique. Fond. Il est tout au fond. Il peut rester encore des siècles peinard au fond avant que les nains tombent dessus. Alors, une petite anecdote. Les Balrogs n'ont pas d'ailes, contrairement aux croyances populaires. Et souvent, les spécialistes de Tolkien disent attention, les Balrogs n'ont pas d'ailes, puisque en fait, dans la description, on dit juste qu'il avait l'impression que la fumée autour de lui donnait qu'une ombre s'étendait comme une aile. Et puis les personnes comme moi, quand j'avais lu Le Seigneur des Anneaux au début, j'avais compris qu'il avait des ailes. Et donc, les scénaristes là, visiblement, sont de la catégorie des gens qui ont lu trop vite Le Seigneur des Anneaux, donc de ma catégorie, puisque eux en ont mis à leur Balrog. Enfin bref, c'est pas grave, c'est vraiment des spécialistes
C'est vraiment, c'est de l'œnologie du Tolkien à ce niveau-là. C'est vraiment magnifique. Donc ensuite, on en vient à les Harfoot. Alors les Harfoot, donc les pieds velus. On n'en a pas trop parlé sur cette chaîne. Il y avait d'autres trucs complètement dingues. L'histoire allait trop vite, donc on n'a pas eu le temps d'en parler. Les Harfoot, donc, sont pour moi, je pense que dans l'évolution des Terres du Milieu, en fait, à la fin des Harfoot, ça va être la surprise. Ils ne donnent pas du tout Frodon et Sam et les Hobbits. En fait, les descendants des Harfoot, c'est Dexter, qui est donc quelqu'un qui apprend et qui est dans une police scientifique, etc., le jour et la nuit, qui est serial killer. Les Harfoot sont des déglingos. En gros, si on regarde un petit peu les Harfoot, ils chantent « On ne laisse personne derrière nous ». Et première personne qui se fait une entorse au pied, on va devoir le laisser derrière nous. Ils ne pleurent pas leur mort. Tu te blesses, tu restes derrière et tant pis. Et en plus, le pire moment, souvenez-vous de cet épisode, quand ils citent les personnes qu'ils ont dû laisser derrière, c'est pas il y a 3 bougies sur la table. C'était sans fin. C'est une chanson. Et salut à toi, José, Pierre, Paul, Jean, Emmanuel, Victor, Joseph. Mais en fait, tu te dis, mais ils ont laissé combien de gens, ces gars ? C'est pire que Koh-Lanta. Il faut vraiment qu'il y en ait qu'un seul qui reste. C'est même pas une troupe. Ils veulent qu'il y ait qu'un seul Harfoot qui survive à tout. C'est pour ça que je vous dis, à la fin, on va découvrir que le dernier des derniers, c'est Dexter. Et du coup, les gens vont me dire, mais pourquoi tu parles de ça maintenant ? Eh bien parce qu'en fait, les Harfoot, bon, déjà, ils arrivent dans un champ. Il y a 3 arbres. Les 3 arbres sont en feu. C'est la fin du monde. Les mecs, c'est fini. Non, mais en fait, je pense que là, il faut qu'on dissolve les Harfoot. Et vous allez mourir. Moi, je vais de ce côté-là. Et tu as donc celui qui pourrait ne pas être Gandalf, qui donc essaye de faire de la magie tout seul dans son coin. Il y a donc les 2 petits Harfoot qui se mettent juste à côté, qui se prennent la branche. Et les Harfoot, alors que, je rappelle, ce pseudo-Gandalf, il les a sauvés de Warg à l'épisode précédent. Là, il est clairement en train de faire de la magie tout seul dans son coin. C'est eux qui sont venus se mettre en danger. Et ils lui disent non, dégage. Donc en gros, il a porté pendant 500 km la caravane de celui qui s'est blessé l'entorse alors que les autres l'auraient laissé tranquille. Il se fait les wargs pour tout le monde. Il y a un accident involontaire qui est provoqué par eux et ils disent non mais dégage, on veut pas de toi ici, ça y est, la caravane a été portée, pas besoin de toi. Mais c'est pas une famille, c'est un groupe d'enfoirés en fait, les Harfoot. Et alors, bon, encore une fois, clin d'œil, pas clin d'œil. De nouveau, il y a les cartes Harfoot qui partent le rechercher. Il y a des petites phrases quand qui disent ah mais on va pas vous laisser, Monsieur Frodon. Ou là, c'est on va pas te laisser. C'est encore une fois, clin d'œil ou pas, je vous laisse réfléchir. Donc les Harfoot, c'est vraiment des psychos. Moi, j'ai envie de dire peut-être que c'est eux qui n'ont pas laissé les jolies rêveries du monde de la comté. Je pense qu'en fait, dans les mythologies populaires, les Harfoot ont donné Chucky et la fiancée de Chucky. Si vous les voyez, vous vous barrez. En même temps, j'ai envie de dire, si vous vous baladez dans la forêt et que vous voyez des gens qui se sont mis des feuilles, des glands sur les cheveux, qui s'habillent en haillons et qui derrière n'arrêtent pas de chanter des chansons en disant qu'ils ne laissent pas les gens derrière et juste après vous comprenez qu'ils en ont lancé des centaines, barrez-vous. Vraiment, vous voyez quelqu'un qui se balade tranquillou et qui, pour que personne ne le voit, s'est laissé comme ça de la mousse sur la tête et de la paille de l'autre côté, barrez-vous. C'est des Harfoot, c'est des dingos. Bref, donc du coup, j'ai envie de dire, et encore une fois, quelles sont les 3 femmes mystiques qui foutent le feu et tout au Harfoot ? On ne sait pas. Donc en fait, est-ce qu'on en sait plus maintenant qu'avant ? Bah non. Donc vraiment un épisode réussi, si on résume, qui nous a amené de la nouveauté, qui nous a amené des idées, qui nous a amené de l'humour, qui a su nous faire pleurer sur des personnages comme Isildur et leur disparition. Et puis donc effectivement peut-être que le cheval était le MVP. Il y a une image qu'on n'a pas montrée. Est-ce que tu peux montrer ma chère Galadriel ? Il y a une image qu'on n'a pas montrée aux épisodes précédents et aux remarques qu'on avait fait.
mais qui est très juste. Ça, c'est Kerr qui l'a trouvé. Et en fait, donc, c'est sur les vaisseaux de Numénor. Donc, Kerr a trouvé cette image qu'il nous a envoyée et qui explique donc comment est-ce que les vaisseaux de Numénor peuvent être avec du coup 3 vaisseaux baladés comme ça des milliers de personnes et de chevaux, sans exagérer. Et en fait, le truc, c'est que Kerr m'a envoyé ça, il me dit ah, c'est pour l'épisode précédent et tout. Mais non, parce que les Numénoriens, je l'ai ils trouvé arrivent. sur Twitter, hein, c'est pas de moi. Non, c'est pas toi qui l'as dessiné. Non. Et non, parce que toi, t'aimes bien la série. Et le truc, c'est que du coup, d'une manière générale, là, T'es vraiment un troll. Hein. Et là, d'une manière générale, les Numénoriens, donc ils arrivent, ils étaient 300. Les chevaux, ils les ont planqués, on s'en fout. Ils arrivent, ils se prennent le volcan. Il en reste X. Mais le X pour eux, il en reste suffisamment pour qu'ils laissent une garnison. Donc en gros, ils ont fait un château fort et tout, ils ont des gens. Mais en fait, la notion des chiffres, des maths, je pense que les auteurs ne les ont pas. Et c'est ça le problème. Et il faut vraiment lutter contre l'illettrisme et les problèmes de mathématiques. C'est une maladie qui touche une très très grande partie, visiblement, des auteurs autour de cette série. Donc, en fait, c'est pas tant qu'il faut les enfoncer, c'est qu'il faut vraiment les pousser à retourner à l'école, ne pas avoir peur de dire oui, je ne comprends pas quand il y a des mots devant moi, je ne sais pas ce qui est une image et ce qui est un mot. Peut-être que ça les sauvera et peut-être que ça nous sauvera une saison 2 qui, au grand bonheur de tout le monde, visiblement Amazon, content du succès dont on n'est pas vraiment sûr, mais eux pensent que c'est un succès, eh bien ont décidé que la série serait avancée, que la prochaine saison serait dans moins de temps, ce qui est une très bonne information. Ça veut dire qu'ils auront encore plus le temps de se presser à écrire quelque chose de qualité. Qu'est-ce que tu en penses, toi, mon cher Karl ? Maintenant, j'ai entendu un peu tes arguments, que tu as un petit peu entendu ce que j'en pensais. Qu'est-ce que tu penses de cet épisode ? Évidemment, c'est subjectif, donc tu peux pas dire ah bah en fait oui c'était nul. Mais qu'est-ce que tu as pensé de tous ces petits problèmes scénaristiques comme ça qui jalonnent l'histoire ? Alors il y a des points que tu évoques qui, à mon sens, sont exagérés. Il y en a beaucoup, tu as raison. Donc je vais pas te contredire. Sur les pieds velus, j'avais pas vu ça sous cet angle. Et c'est vrai que c'est marrant. Le fait de dégager Gandalf alors qu'il a traîné la caravane. Tu sais, il y a un autre truc d'ailleurs. J'en profite. Alors, je voulais le faire dans la vidéo conclusion, mais je vais déjà le faire là. Attends, parce que du coup, une autre analogie, c'est qu'en fait, ils se sont fait potes avec quelqu'un qu'ils ont pris sur le chemin pour qu'il les aide sur leur déménagement. Et le mec, à un moment, met un petit peu de son coca par terre sur la moquette. Ils lui disent dégage. Le déménagement est fait. Dégage tout de suite. Tu restes pas pour manger. Ouais, c'est ça. Alors moi, je vais revenir sur un autre truc qui est aberrant, qui a été posté sur la chaîne pour l'épisode 6 par GG le Rider, et qui parle en fait d'une carte interactive de la Terre du Milieu qui a été avec les scènes du film. Il compare le nombre de kilomètres avec ce que font les Ah mais copains, ça n'a aucun sens. Quand tu compares les Numénoriens et les Harfoot, avec en plus il y en a certains qui sont sur des chevaux magiques et les autres sur leurs pieds velus. Je te parle pas de ça, moi je te parle de la carte et de géographie. Il y a 33 km entre le village et la tour que Arrondir fait péter. 33 km. C'est pas mal. Donc dans la scène, on le voit pas trop. Galadriel, quand elle saute, alors c'est lui qui le dit, hein, c'est sous couvert de GG le Rider, qui a fait une thèse sur la géographie de la Terre du Milieu. D'ailleurs, si vous pouvez la lire, elle a été publiée, bien évidemment. Mais je pense qu'il ne dit pas de bêtises. Quand Galadriel saute dans la mer, et où on disait, quand même, c'est un peu couillu de sauter d'un bateau en plein milieu de l'océan, elle est, en fait, techniquement parlant, à la nage, elle n'est pas si loin de la côte, puisqu'elle est à 2200 km. Mais surtout, le truc qui m'a fait marrer, c'est... J'aime bien son commentaire. Je le lis parce que là... Mais c'est parce que, en fait, tu n'as pas compris. Elle avait un plan qui était écrit depuis le début. Elle voulait s'accrocher à 2 dauphins qui la ramènent à pleine vitesse à la rive. Et à la fin de son commentaire, il met... Il y a 200 km entre Khazad-dûm et la cité de Celebrimbor, et nos deux gus, donc Elrond et Durin,
À l'épisode 2, ils y vont en robe de chambre sans armes. C'est vrai. Ils se barrent en discutant peinard, ils ont même pas de bouffe, rien. Et quand tu te rends compte qu'il y a 200 km, eh ben, tu comptes sur la générosité des aubergistes que tu vas croiser sur le chemin. Bref, il y a plein de trucs qui vont pas dans cette série, on est d'accord. Et ça sera mon point que j'ai déjà évoqué, où je dis que c'est une série qui touchera son plafond de verre parce qu'elle aura des énormités tout le temps et qu'elle sera jamais ultra quali. Et là, tu as parlé de Celeborn et tu as parlé du Balrog, que c'est pas la même époque. Moi, je vais aller plus loin et c'est mon point essentiel sur la critique de la saison 1. C'est que je pense qu'Amazon en a absolument rien à faire. Et les créateurs, hein. Je parle pas que d'Amazon, hein. Je dis pas que c'est Jeff Bezos qui a dit le lore, on s'en fout. Non, je pense que c'est les créateurs sur commande d'Amazon, donc l'ensemble, on va dire. Ils en ont absolument rien à faire du lore de The Rings of Power, qu'ils font croire que si. Donc ça sera un sujet qu'on va développer bien plus tard. Et que il faut pas s'arracher les cheveux s'il y a des trucs qui n'ont pas de sens. Si le Balrog demain il balance des attaques éclairs en hurlant Pika, 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 c'est comme ça, c'est tout. Les mecs en ont rien à secouer. Et, euh, et c'est le problème. Donc Celeborn, il a peut-être disparu. Alors toi, tu me disais qu'il y avait des théories comme quoi il pourrait associer deux personnages et tout. Je rappelle quand même que Peter Jackson, pour des raisons qui étaient tout à fait valables d'ailleurs, a viré le personnage de Glorfindel pour donner son rôle à Arwen dans la communauté de l'anneau. Et c'est Arwen, dans le bouquin, si vous lisez le bouquin, Arwen n'apparaît qu'une fois, c'est à la fin, et elle ne dit qu'un mot de tout le bouquin, c'est merci à Frodon. On la voit pas autrement, il y a rien du tout. Donc, Elle est dans vous les allez me annexes, dire, on oublie la pas. voit dans les appendices, etc. Soit, mais dans les bouquins, si tu lis pas les appendices, elle est pas là. Elle est pas du tout dans l'aventure. C'est pas elle qui sauve Frodon quand il se fait percer par les ciseaux Nazgûl. C'est Glorfindel. Donc, il y a des changements, ok. T'as noté plein de trucs tout à fait vrais. Il y en a d'autres, je ne saurais plus lesquels, je suis désolé, je suis fatigué, où je trouve que t'as exagéré, mais ça s'entend. Mais ça enlève pas ce que je pense de l'épisode, qu'il a du charme. Moi, j'ai bien aimé sa lenteur. C'est vrai que Durin, il tourne un peu en rond dans sa grotte, ok. Euh, que le fait que Galadriel sauve c'est pas Isildur d'abord qu'elle sauve, c'est Théo en premier, hein. Euh, Enfin, qu'elle voit, c'est Théo. Après, oui, elle aide Isildur. Enfin, oui, il y a plein de trucs qui vont pas ok dans cet épisode. Ça changera. Mais en fait, ça, pour moi, ça va être constant à toute la série. Si on pourrait faire une vidéo spéciale qui s'appellerait épisode, je sais pas moi, saison 2, épisode 4, tout ce qui va pas. Et elle dure 45 minutes et on liste tous les trucs qui vont pas. Parce que je pense que dans la série, dans chaque épisode, il y a des trucs qui vont pas aller. Moi, j'ai décidé de les mettre À de mon avis, côté elle dure aussi longtemps que la série. et là, de me laisser porter par le truc. Et j'ai juste trouvé que la série, sur cet épisode-là en tout cas, avait du charme, que travaillait mieux les personnages. Pas tous, il y en a qui sont complètement cons. Mais, et globalement, moi, je vais être très honnête. Et c'est un truc que je n'ai pas dit depuis le début. Mais sur les semaines de diffusion de The Rings of Power, donc là, on a 7 semaines. À part la semaine où j'ai regardé la série The Imperfect sur Netflix, qui était quand même un peu en dessous de The Rings of Power, je pense, oui, non, puis She-Hulk et Andor, je pense que globalement, je n'ai vu que des meilleures séries que The Rings of Power pendant ce temps-là. Ted Lasso, etc., etc. J'ai vu plein de séries qui pour moi, atomisent. Alors, il y a. Enfin, je vais pas les citer, c'est pas le truc, mais pour moi, The Rings of Power, c'est la petite, c'est pas du caviar, jamais. Et cet épisode-là a son charme dans sa catégorie. C'est pas du caviar, ça a son charme. C'est un, c'est une bonne tranche de rillettes, tu vois. Mais c'est pas du caviar. Et c'est vrai que si tu compares, et tu parlais de légère, Je pourrais juste réagir de par rapport à ce lenteur. que tu viens de dire, parce qu'en fait, tu dis oui, mais le truc, c'est que c'est pas du caviar, c'est de la rillette. Mais le problème, c'est qu'il s'attaque au Seigneur des Anneaux, qui est l'œuvre fondatrice de vraiment de la fantasy Mais Amazon s'en depuis fout. des dizaines d'années. Le problème, c'est que là, vraiment, il défèque sur quelque chose qui est, il n'y a pas de Seigneur des Anneaux, il y a pas une
très 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 grosse partie de la littérature fantasy. Les jeux vidéo de fantasy mais je sont ne dis pas le avec combien contraire. ont des elfes, des humains et des trucs. Enfin, en fait, il faut bien voir qu'il y a tout un pan de notre imaginaire quand tu ne penses pas héros comics ou quand tu ne penses pas fantasy, quand tu ne penses pas science-fiction. En fait, ce pan d'imaginaire, c'est l'œuvre clé. Et du coup, le fait de la saccager, c'est pire que d'aller saccager un Anthony Ryan ou un auteur qui peut être sympa, mais qui n'a pas fait l'œuvre majeure de ces 50 dernières années. Le truc, c'est Mais que là, c'est un livre dont les droits valaient cher, dont beaucoup de gens ont essayé d'avoir les droits, parce que leur espoir de faire de l'argent et de faire et que ça marche est basé sur un amour de beaucoup de personnes autour de ces livres, autour de cet univers. Et là, tu peux pas te dire... En fait, c'est plus fort le risque, plus fort les chutes. De prendre une œuvre qui est aussi importante que Le Seigneur des Anneaux, c'est mettre beaucoup d'argent, c'est prendre beaucoup de risques pour avoir quelque chose qui peut te créer... Si les Anneaux de pouvoir marchent, mais les Prime Video devient la première plateforme de streaming. Et en 10 ans, avec 4 autres licences, enfin 4 autres spin-offs, etc., c'est la première plateforme de très loin. Et là, le problème, c'est que du mais non. coup, ils ont rêvé de ça. Il se passe l'inverse. Ils peuvent s'en prendre que à eux, tu vois. Alors, là, on déborde sur la vidéo plutôt critique de la saison et de pourquoi c'est un échec, mais je vais prendre un parallèle avec l'actualité. Je pense que, déjà, premier point, Amazon se contrefout des puristes de Tolkien. Mais vraiment, ils en ont rien à faire. Là, ce qu'ils visent, c'est le grand public, c'est Mais faire c'est une faux. série qui a plu C'est aux complètement faux, Car. spectateurs. Non, c'est pas vrai. Non. Mais je peux te montrer Moi, je te donne un spécifiquement argument. pourquoi c'est faux. Attends, laisse-moi expliquer pourquoi. Je finis et tu me dis ce que t'en penses. Les puristes de Tolkien, aujourd'hui, le lien avec l'actualité, c'était quoi? C'est tu les mets tous devant des raffineries de carburant pour les bloquer. Eh ben, je suis désolé, t'as du carburant dans toutes les stations-service. Parce que les puristes de Tolkien, ça court pas les rues. Tu as raison totalement sur l'influence de Tolkien, sur l'immensité qu'est l'œuvre de Tolkien. Et Le Seigneur des Anneaux est un de mes livres préférés. Et j'en changerai rien. Et je suis navré de voir ce qu'Amazon en a fait. Mais je ne bougerai pas. Moi, je suis persuadé qu'Amazon n'a pas claqué autant de thunes dans une série pour faire plaisir et pour respecter parfaitement le lore et faire plaisir aux puristes. Ils cherchent le grand public, les gens qui ont vu Le Seigneur des Anneaux et qui vont retrouver des éléments sans être des puristes, le grand public du Seigneur des Anneaux. Dans Le Seigneur des Anneaux, tu as du grand public, tu as plein de gens qui ont découvert Le Seigneur des Anneaux avec les films, et tu as plein de gens et les puristes ont kiffé. Ou pas d'ailleurs, ça, parce qu'il y a beaucoup de critiques aussi sur les films. Mais eux, ce qu'ils visent, c'est le grand public. Le puriste qui sait que le Balrog, il n'a pas d'aile, mais Amazon n'en a rien à carrer. Et ils continueront à faire ça. Hein. Bon, si je peux me permettre juste un truc, c'est qu'en fait, il y a. Là, je pense que peut-être que. Alors, la question, c'est qu'est-ce que tu appelles un puriste et qu'est-ce que j'appelle un muriste? On n'est peut-être pas d'accord. Le truc, c'est qu'il y a 150 millions de copies du Seigneur des Anneaux à l'estimation basse qui ont été vendues. Il y a pas mal de gens qui expliquaient que quand ils rachetaient des licences, en fait, il n'y avait que la licence Harry Potter au moment où elle a été rachetée, où en gros, il s'était basé, s'il n'y avait qu'une fraction des gens qui lisaient les livres qui allaient au cinéma, déjà, le film aurait peut-être pu être rentable. En gros, un succès littéraire est aussi un succès tout court, avec des gens qui sont allés les acheter. Donc ça, c'est un truc qu'il faut pas considérer comme si, en fait, il y avait 10 Pékins dans leur forêt. Après, Le Seigneur des Anneaux, les films, est aussi un succès. Je t'ai laissé parler. Est aussi un succès. Donc, en gros, le truc, c'est qu'il faut imaginer que c'est aussi des gens qui ont vu. Et quand on parle de puristes, peut-être que toi, et notre désaccord est sur le fait que toi, tu parles des gens qui sont des personnes qui travaillent l'œuvre de Tolkien et qui en sont des thésards. Ça, effectivement, je ne pense pas que la série est forcément adressée à eux. Quoique, il y a quand même eu des remarques sur des clins d'œil sur des lettres ouvertes de Tolkien. Je pense que ça a apparu, personne ne sait d'où ça sort. Mais le truc, c'est que là, quand Les Anneaux de Pouvoir sort,
Qu'est-ce qui est en promo sur Amazon? C'est les fils de Hourin, c'est les livres qui sont connexes au Seigneur des Anneaux. Amazon ne s'encarre pas qu'il y a eu des personnes qui ont lu le Seigneur des Anneaux, puisqu'ils font en permanence des clins d'œil. On en a parlé dans cette vidéo, à combien de fois il y a eu des clins d'œil sur les films, les livres qui sont en promotion, en réédition sur Amazon. Donc évidemment que Amazon achète ça. Souviens-toi que quand on avait couvert les raisons pour lesquelles la fondation Tolkien avait vendu à Amazon, c'était parce qu'Amazon, dans son pitch, avait un pitch global où il y avait la réédition de livres et la vente de livres. Donc tu peux pas dire après, ah non mais en fait, eux ils s'en fichent, ils veulent que la série. C'est complètement faux, c'est même pas le pitch qui les a fait gagner. Donc pour clôturer, si tu me veux rajouter un contredis truc, pas vas-y, du mais tout là. le truc c'est que là, on a une série qui, à mon avis, encore une fois, on pourrait prendre des arguments très précis en disant ils s'en fichent des puristes, ils sont à fond sur des puristes, ils sont que pour les gens qui ont vu les films, ils sont absolument contre les gens qui ont vu les films, parce que cette série, elle va partout et nulle part. Ils font des clins d'œil pour l'un, des clins d'œil pour l'autre, ils font des trucs qui sont absurdes pour l'un et absurdes pour l'autre, et du coup, à force de vouloir aller partout et de faire des erreurs partout, cette série, elle devient imbitable pour tout le monde. Bon, on en reparlera parce que là on a complètement débordé. Ce que tu as dit sur la mise en avant des bouquins, etc., ne me contredit absolument pas. Ça s'appelle de la vente additionnelle. Tu vends le produit The Rings of Power pour vendre une tonne de trucs à côté. Et tout ce qui est en lien avec le Seigneur des Anneaux. Et si tu regardes aujourd'hui sur Amazon les produits dérivés sur le Seigneur des Anneaux, il n'y en a pas énormément. Ce qui se vend du coup et ce qui peut être vendu, c'est les bouquins. Donc comme tu l'as dit, je vais reprendre un truc. Lire Le Seigneur des Anneaux, il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, ça fait pas de toi un puriste. Le puriste vraiment hardcore, c'est celui qui sait tout sur le Silmarillion, qui vraiment connaît l'univers, tu vois. Oui, mais là, même les gens qui ont lu le livre, même les gens qui n'ont vu que les films, encore une fois, tu mets-toi dans... choisis une catégorie, et dans la catégorie dans laquelle tu vas te mettre, je vais te trouver les contradictions que la série met en place. Donc ça montre bien que ça va n'importe où. Mais comme tu l'as dit, là on est en train de s'approcher. En fait, que vous sachiez, on va faire la critique de la fin de l'épisode final. On fera sans doute 1 à 2 vidéos complémentaires sur la critique de la saison en elle-même. Et il y a un élément qui nous paraît de plus en plus intéressant, c'est la communication d'Amazon, qui est vraiment d'un coup, qui est vraiment complètement bicéphale. D'un côté, ils nous disent que la série est un énorme carton. De l'autre côté, ils nous disent qu'il y a de la communication qui adresse les critiques parce que les critiques sont visiblement trop importantes. Donc d'un côté, ils nous disent que c'est un succès, de l'autre côté que c'est un échec. Là, la communication sur les anneaux de pouvoir depuis le début était déjà un petit peu étrange, mais là concrètement, elle est complètement cassée. Ils annoncent des trucs qui sont vraiment parfois insultants pour le public. Donc on verra si c'est la critique de la saison ou si c'est une vidéo à part. On va déjà laisser sa chance au dernier épisode qui peut-être relèvera un petit peu la sauce. Moi, j'ai un petit peu peur. Accessoirement, juste une théorie, c'est que depuis le début, on dit Halbrand, c'est Sauron. Il y a encore de plus en plus, même dans cet épisode, de clins d'œil qui font penser que c'est Sauron, notamment le fait que il est blessé. Alors, il est tout seul, personne ne l'a vu, il est blessé, et comme par hasard, il est blessé à un endroit où seuls les elfes peuvent le soigner, donc ce qui expliquerait pourquoi est-ce qu'il va chez les elfes, ce qui est exactement ce qu'a fait Sauron. Mais il y a eu l'épisode, le preview, dans lequel on a les mystiques, les femmes mystiques qui parlent, et comme les femmes mystiques sont dans l'arc scénaristique du pseudo Gandalf, du coup ça pose la question, même si j'avoue que vraiment, à part cet épisode, ce montage de preview qui laisse à penser que c'est pseudo Gandalf, là j'avoue que j'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de doute sur le fait que c'est Halbrand. Ils ont en plus teasé sur le fait que cette fin de saison, c'est une espèce de reveal de qui est Sauron. Je sais même pas si c'était vraiment utile. Mais bon, j'ai envie de dire, moi j'espère que le dernier épisode sera vraiment bien. Parce que j'ai pas envie, déjà parce que j'ai pas humainement envie de regarder un mauvais épisode. Et du coup, j'espère qu'on va avoir quelque chose qui va nous dire, non mais il y a de l'espoir pour la suite. Je te laisse les mots de la fin, mon cher Car. Justement, parce que tu parlais du teasing, et la presse y a joué aussi beaucoup de jeux. D'annoncer que dans le dernier épisode on saurait qui est Sauron. Si on en est loin et qu'en fait c'était juste de la com pour nous faire baver, c'est petit.
C'est petit. Mais on verra ça, l'épisode final de la saison 1. C'est la semaine prochaine. Et dans la vidéo où on parlera notamment de la com, on parlera aussi de l'incroyable rejet dont doit faire face la série. Rejet qui est très intéressant à étudier aussi. Parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Voilà, merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent, merci à tous ceux qui mettent des commentaires, à ceux qui s'abonnent. Si vous voulez avoir une notification pour les prochaines vidéos, appuyez bien sur la petite cloche, c'est très important, sinon vous ne les aurez pas. Et vous ne saurez pas qu'on a sorti des vidéos. Il y a d'autres vidéos à regarder, on a fait une vidéo sur Friends, regardez Friends en 2022, n'hésitez pas à la regarder, cette vidéo est très cool. On a fait une vidéo également sur l'annonce de Wolverine qui arrive dans Deadpool 3. C'est pas que une vidéo sur d'infos, mais on fait aussi des théories et on explique pourquoi c'est un sacré coup de la part du MCU. Et puis il y a aussi les vidéos sur House of the Dragon, bien évidemment. On se retrouve, si vous êtes juste du Rings of Power, et ben on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao! Ciao!